Bonjour à tous, bienvenue sur 11e art pour cette dernière preview avant le début de cette Coupe du Monde au Qatar. Et pour vous servir, votre humble serviteur Jules au micro. On a gardé le meilleur pour la fin, je voulais pas trop me montrer avant, je laissais les petits nouveaux se faire les crocs. Et du coup, pour m'accompagner, monsieur Valentin Aznar, ça va ? Écoute, ça va très bien. Bienvenue à ton dépucelage, Jules. J'espère que tu seras meilleur que Thomas, qui a clairement annoncé que l'Australie n'était pas à la dernière Coupe du Monde dans sa première émission. Bon, bah voilà, c'était une petite erreur, un peu pareil le dépucelage. Ah, parce qu'elle est à la Coupe du Monde cette année ? Ouais, voilà. Et je voulais juste dire un petit truc sur tes intros. Tu nous as un peu habitués à faire des intros sympas et du coup, là, je suis un peu déçu. Oui, bah parce que j'ai strictement rien écrit et qu'on a décidé d'enregistrer il y a 12 Ouais, minutes. c'est ça. Mais si tu veux, tu me mets un petit piano, je fais une improvisation, il n'y a aucun souci. Bon, allez, on n'a pas trop le temps pour ça. On va se concentrer sur ce dernier groupe, le groupe H, plutôt sexy, avec le Portugal, le Ghana, l'Uruguay et la Corée du Sud. Donc, vous avez l'habitude, on allait voir des spécialistes de chaque pays pour en savoir un peu plus sur ces équipes. On va commencer par le Portugal. Val, on est allé voir Alex Ribeiro. Est-ce que tu veux nous donner ton ressenti sur cette équipe qui sera forcément moins qualitative que notre expert ? Bah moi non, du coup je vais rester vraiment dans l'analyse de comptoir et parler un petit peu du contexte dans Ouais, lequel. Cristiano Ronaldo, il est fini. Voilà, exactement. Non, mais justement, arriver à parler un petit peu du contexte dans lequel arrive cette équipe du Portugal. Alors évidemment, il y a le problème Fernando Santos qui date d'il y a un peu trop longtemps. Je suis persuadé qu'Alex va le démonter en long, en large et en travers dans cette petite interview. Et il y a le contexte de l'interview de Cristiano Ronaldo aussi, qui a décidé de dézinguer tout un club en la personne de Manchester United. Donc voilà, un climat assez tendu pour une équipe qui pourtant reste une des grandes favorites de la compétition au vu de l'effectif. Ouais, sur le papier, c'est une des meilleures listes. Bon, on vous laisse profiter de la preview avec Alex Ribeiro. Comment tu vas aujourd'hui, Alex? Ça va très bien, merci beaucoup pour l'invitation. J'espère que toi Écoute, aussi tu vas bien. écoute, ça va au top. Je suis super content de parler avec toi du Portugal. Écoute, on va directement rentrer dans le vif du sujet. On a laissé le Portugal lors du dernier Euro, c'était défaite en huitième de finale face à la Belgique. Depuis, j'ai un peu le sentiment qu'il n'y a pas vraiment de certitude dans cette équipe. Là, on approche de la compète, on a les joueurs qui ont été dévoilés. Ça fait rêver sur le papier. Et il y a toutes les histoires autour de Cristiano Ronaldo, l'interview avec Manchester United, les embrouilles supposées avec Bruno Fernandes, Cancelo, etc. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce qui s'est passé du coup depuis le dernier Euro et dans quelle dynamique sportive le Portugal arrive dans cette compétition? Alors, depuis le dernier Euro, bah, du coup, il y a eu les phases de qualification pour cette Coupe du Monde. Donc ça s'est bien passé à certains moments, pas bien du tout sur la fin. On termine sur une défaite contre la Serbie sur un match qu'on doit tenir largement. On a juste besoin d'un point pour assurer la première place du groupe et finalement on se retrouve à perdre ce match. Donc une grosse faiblesse mentale sur ce match-là, ce qu'on a ressenti. Juste après la Ligue des Nations, donc là aussi ça commence bien, on se retrouve en tête d'un groupe où il y avait pourtant l'Espagne dedans. Et bah, là encore, on a besoin d'un point pour assurer la première place. Et faille mentale aussi, on se retrouve à perdre le match qu'on doit maîtriser. Sur le papier, on a largement une équipe pour contenir cette Espagne-là, qui n'a pas proposé grand-chose pendant 70 minutes. Et puis, bah, trop vouloir tenir ce match nul et conserver le point qui nous permettait de terminer en tête. Et ben du coup, on s'est mis à subir et on a encaissé un but en fin du match. Donc faille mentale, c'est l'histoire qui se répète sur les deux compétitions. C'est très dommage, mais voilà. Plus globalement, dans le jeu, on n'a pas senti une vraie amélioration par rapport à ce qu'on a vu sur l'Euro. On a eu sur le mois de juin dernier, avec le début de la phase de poule de la Ligue des Nations, quelque chose d'intéressant, avec bah, notamment l'implémentation d'Otavio au milieu de terrain. C'est quelque chose qui a été très précieux. Et puis, c'est peut-être les meilleurs matchs qu'on a vus du Portugal sur ces derniers mois. Mais voilà, juste après, octobre, il me semble, on retombe dans nos travers avec ce fameux match contre l'Espagne qu'on négocie très mal. Et au final, on se retrouve à débuter une Coupe du Monde
de façon très, comment Pas trop dire, en confiance, quoi. pas trop en confiance, non. Ouais. Et avec plein de doutes, plein de questions qui se posent autour de cette sélection. Ah oui, et entre-temps aussi, on a eu les fameux barrages pour cette coupe du monde. Donc, on tombe contre la Turquie, qu'on arrive assez une Turquie assez faible, hein, on va pas se mentir. On arrive à passer ce tour-là avec, les débuts de Diogo Costa dans les buts sur ce match-là. Et puis, après on passe contre la Macédoine du Nord qui vient d'éliminer, l'Italie à la surprise générale. Donc ils ont fait un exploit contre l'Italie, ils ont pas réussi à faire le deuxième contre le Portugal. Donc on parvient à se sortir de ce tour-là, mais face à des adversaires qui sont pas à la hauteur de ce qu'on va rencontrer, durant la coupe du monde. Ouais. Ouais, bah, du coup, tu as un petit peu commencé à y répondre tout à l'heure, mais ouais, je voulais voir un petit peu avec toi par rapport justement au coach, Fernando Santos, qui est là bah, depuis un petit moment. Euh, on se rappelle voilà, forcément de votre style de jeu à l'époque de l'Euro, etc. Tu me disais que, enfin, tu avais l'air de dire que bah, ça avait pas forcément, ça s'était pas forcément amélioré. Comment lui, il est perçu au Portugal? Est-ce que ces derniers résultats récents, c'est faille mentale? Le truc, c'est l'Espagne où tu prends le but à la 88e alors qu'en vrai, tu étais premier de la Ligue des Nations, tu le prends en toute fin de match, tous ces trucs-là. Comment lui, il est perçu maintenant à l'aube de cette compète? Bah, il y a 2 clans. Il y a ceux qui sont éternellement reconnaissants pour celui qui nous a ramené le 1er titre majeur, donc l'Euro 2016 de l'histoire du pays. En plus, il a enchaîné, 3 ans plus tard avec la Ligue des Nations. Donc il y a ces quelques personnes-là qui seront toujours fidèles à Fernando Santos, mais globalement, la grande majorité, bah, n'en peut plus de voir une équipe avec un tel potentiel qui finalement propose des prestations aussi faibles et qui n'arrive pas à aller très loin dans les grandes compétitions. Je pense que sur le papier, c'est peut-être l'un des 3 effectifs les plus costauds de la des compétitions, que ça soit la Coupe du monde 2018, l'Euro 2020 ou même cette année. Et finalement, on n'est même pas dans les favoris. Si tu regardes les bookmakers, on n'est même pas dans les favoris parce que le jeu proposé, parce que les résultats des derniers mois ne sont pas à la hauteur de ce que peut proposer cet effectif. Donc oui, Fernando Santos est très critiqué pour les performances que le Portugal fournit, surtout qu'on est un pays qui compte pas mal de grands entraîneurs qui entraînent dans des super clubs. Et c'est dommage d'avoir un entraîneur en sélection qui n'est pas à la hauteur de la génération qu'il a à disposition. C'est clair, c'est clair. Moi, j'en suis premier déçu et comme tu dis, clairement, quelle génération? Et justement, ça va être parfait pour enchaîner parce qu'il y a du coup, il y a cette liste qui est sortie des 26 joueurs sélectionnés. Toi, t'en as pensé quoi? Est-ce qu'il y avait pour toi peut-être des profils qui manquaient? Moi, je pense forcément, je sais pas, un Guedes. Tu vois, tu te dis, je vois qu'il y avait pas mal de débats sur la présence de Ramos. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, un petit peu du coup de cette sélection? Ouais, bah moi j'ai 2 profils qui m'ont un petit peu manqué sur cette convocation. Le premier, c'est celui de Renato Sanchez, qui fait pas un super début de saison depuis son arrivée au PSG, mais qui a quand même un profil de joueur très irrégulier, mais qui du coup est capable sur un mois d'enchaîner les performances à très haut niveau, avec un gros niveau d'intensité sur des matchs répétés sur tous les 3 jours, comme il l'a fait à l'Euro 2016 et comme il l'a fait au dernier Euro. C'est vraiment un joueur qui a cette capacité-là et je trouve ça dommage de s'en passer. Alors que bah, de l'autre côté, on a un joueur comme Matheus Nunes qui a été convoqué et qui fait pas le meilleur début de saison de sa carrière. Et moi, bah, à choisir, j'aurais plutôt penché vers Renato Sanchez pour ces raisons-là. Et puis dans le secteur offensif, tu l'as évoqué aussi, on a la particularité d'avoir pris bah, Cristiano Ronaldo déjà qui va jouer en pointe, mais aussi 2 attaquants pour jouer les doublures, donc André Silva et Gonzalo Ramos. Je ne sais pas si c'était vraiment pertinent de prendre les deux, à moins d'un passage en 4-4-2 ou d'un changement de système, mais dans le système dans lequel on joue actuellement, c'est-à-dire le 4-3-3, je trouve pas ça pertinent d'avoir 2 neufs sur le banc. Et bah, du coup, j'aurais pris plutôt un ailier supplémentaire, un joueur de percussion. C'est vrai qu'on a Raphaël Leao dans ce profil-là, mais c'est le seul à être vraiment capable d'apporter de la percussion dans le couloir. Donc peut-être un joueur comme Podence de Wolverhampton ou comme Jota du Celtic. Ce sont des joueurs qui sont capables d'apporter du dynamisme dans le couloir et d'éliminer en 1 contre 1, ce qui manque peut-être à cette équipe.
Et du coup, à date, on n'a pas de. Est-ce qu'on a un peu un 11 qui se dessine ou justement, en fait, la sélection qui a été annoncée a remis tout en cause, on ne sait même pas exactement comment on va jouer. Est-ce qu'il y a des certitudes? Est-ce qu'on a certains éléments qui seront là sûrs dans cette sélection? Ouais, quand même, on a quand même une base qui est assez solide. Donc, Diogo Costa dans les buts, qui a gagné sa place depuis les barrages pour la Coupe du Monde, donc la Turquie et puis la Macédoine. À droite, du coup, il y aura Cancelo, très probablement Cancelo, avec Diogo Dalot en doublure. À gauche, Nuno Mendes en concurrence avec Rafael Guerreiro. J'aurais tendance à penser que Nuno Mendes est un petit peu devant depuis quelques mois, mais ça se joue quand même à pas grand-chose parce que Rafael Guerreiro a une sacrée expérience en sélection. En défense centrale, a priori, ça sera Pep et Ruben Dias. Maintenant, Pep a quelques petits pépins physiques depuis le début du mois d'octobre. Il a une entorse au genou. C'est ça, il a une entorse au genou, donc c'est compliqué pour lui. Je ne sais pas s'il sera vraiment remis à temps à 100% pour débuter la compétition. Sinon, ça sera Danilo qui sera titulaire. Devant la défense, ça sera très sûrement Ruben Neves. Et au milieu de terrain, du coup, ça sera Bruno Fernandes assurément. Et puis, a priori, William Carvalho avec lui, avec Bernardo Silva à droite, Rafael Leao à gauche et Cristiano Ronaldo en pointe. Ou sinon, il y a une autre variante, c'est du coup William Carvalho qui sortirait du milieu de terrain, Bernardo Silva qui serait intégré au milieu de terrain avec Bruno Fernandes et Ruben Neves. Et ça serait du coup Otavio qui jouerait dans le couloir droit. Donc, il y a un petit doute sur ces deux compos-là, mais a priori, ça serait là-dessus Ça qu'on partirait. partirait. Ouais. Ok. Alors, et du coup, dans cet effectif pléthorique, c'est qui va être le joueur à suivre? Qui va être le gars on doit regarder tous ces matchs pour le Portugal? C'est un poste un petit peu particulier, mais j'aurais tendance à pas penser à notre ami Diogo Costa. Le roi des pénaltys. Le roi des pénaltys, mais pas que. C'est vraiment un gardien qui est impressionnant. Ça fait un petit moment au Portugal qu'on parle de lui parce qu'il a gagné le championnat d'Europe U17, U19 et même la Youth League avec Porto. C'était déjà un gros prospect en jeune. Et là, ça fait 1 an et demi qu'il est titulaire avec le FC Porto. Donc, c'est déjà une grosse pression. C'est son club de cœur, c'est son club formateur. Donc, c'est une grosse pression pour lui et il a réussi à l'assumer parfaitement. Maintenant, il se met à réaliser des performances exceptionnelles en Ligue des Champions. Là, il a été lancé à l'occasion d'un barrage pour la Coupe du Monde, donc pression maximale contre la Turquie. Et il a réussi le challenge sans problème. Donc c'est vraiment impressionnant. C'est un gardien qui est très bon dans ce qu'on peut attendre d'un gardien, donc sur sa ligne, les réflexes, tout ça, mais qui est aussi excellent dans tout ce qu'on peut attendre d'un gardien de moderne, qui a un jeu au pied qui est excellent, à la fois dans le jeu sous pression, sous la pression d'un attaquant, il est très bon, mais il a aussi une capacité à jouer long qui parfois peut créer des occasions carrément. Moi, je me rappelle d'un but en Ligue des Champions, c'est Galeno qui marque, où il fait une transversale de 50 mètres et Galeno se retrouve en 1 contre 1 avec le gardien pour marquer, donc avec le FC Porto. Donc c'est un gardien qui a vraiment 23 ans et qui a déjà toutes les qualités pour être un top gardien. Et je pense que c'est l'occasion pour lui de se révéler aux yeux du grand public parce qu'il ne joue pour l'instant que dans un championnat considéré comme mineur et dans un club qui n'est pas forcément suivi par tout le monde. C'est clair, c'est clair. Bon, je vais te poser ma dernière question. On a fait le tour de la sélection maintenant, je pense. Moi, je t'avoue que j'ai un petit rêve, et je pense pas être le seul à l'avoir, à vrai dire. Et c'est la fameuse finale Portugal-Argentine avec le dernier affrontement des deux légendes, parce qu'on n'a quasiment pas parlé finalement du roi Cristiano Ronaldo. Quel est vraiment l'objectif de ce Portugal avant le début de la compète? Qu'est-ce qu'attend le peuple portugais en réalité? À quoi on peut s'attendre, selon toi? L'objectif du Portugal, si tu écoutes les joueurs, le sélectionneur, la fédération, tout ça, ça sera toujours de gagner la compétition. Ça sera d'aller au bout parce qu'il y a l'effectif parce que c'est un rêve, c'est un rêve pour tout le monde, surtout pour le fait que c'est jamais arrivé dans l'histoire du pays et aussi parce que c'est très probablement la dernière Coupe du Monde d'une génération marquée par Cristiano Ronaldo, Pep, peut-être Rui Patricio aussi, même si pour le coup il sera remplaçant. Donc cette génération-là, la génération qu'on pourrait appeler génération Euro 2016, ça va être leur dernière Coupe du Monde.
très probablement. Et il y a cette ambition de marquer le coup avec un titre qui serait historique. Mais donc ça, c'est la théorie. Et puis après, il y a la pratique où c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ceux qui ont suivi la sélection sur ces derniers mois, donc même sur ces dernières années, bah, il y a beaucoup moins d'optimisme. On se demande un petit peu si la structure est assez solide pour, enfin, tout ce qui était censé être travaillé en amont, est-ce que ça a été si bien travaillé que ça par rapport aux équipes qu'on va être amené à rencontrer durant la compétition? Est-ce que le plan de jeu est assez cohérent? Enfin, voilà, il y a encore plein de questions, disons qu'on s'attend à être déçu, quoi. On s'attend vraiment à être déçu et on n'est pas hyper optimiste. Mais sur le papier, ce qu'on aimerait, ça serait la finale. Et même si on s'attend tous à sortir en quart, en huitième, eh ben, on sait que si ça arrive, on sera très déçu parce il y avait de quoi mieux faire. Ok, bon, bah, je pense qu'on a fait un bon tour. Écoute, Alex, je te remercie énormément pour cet Avec échange. plaisir. Je te souhaite une belle compète. On souhaite évidemment le meilleur au Portugal. Et à la prochaine. Allez, avec plaisir. On remercie encore Alex Ribeiro et le magnifique Bilal pour cet entretien quali. On verra malgré les carences de Santos si Cristiano Ronaldo arrive à rentrer définitivement dans la légende une dernière fois. On enchaîne vite sur ce groupe. Val, c'est toi qui allais faire cet entretien le prochain. On s'intéresse à l'Uruguay. L'Uruguay, ouais. On a été rencontrer Antoine Beau, un gars qui est très sympa, qui a fait ses études là-bas, enfin son master là-bas en Uruguay, donc qui est vraiment imprégné de la culture locale, de la Gara Charuat. On parle souvent de ça pour parler de l'état d'esprit des Uruguayens. Et voilà, il y a eu un renouveau. On sait qu'Oscar Tabarez est parti après quasiment 20 ans à la tête de la sélection. Il y a un renouveau avec un nouveau sélectionneur. Les anciens sont toujours là, Suarez, Godin, Caceres, Cavani sont toujours là, mais il y a un renouveau avec des joueurs qui sont en train d'arriver à leur prime, notamment Fede Valverde et Rodrigo Bentancur aussi qui est en train de se stabiliser, donc on va pouvoir... Et pourquoi pas Darwin Nunez pendant qu'on y est. Finalement, voilà. Et donc Antoine va nous expliquer un petit peu tout ça. Ok, on écoute ça. De manière générale, est-ce que tu peux nous expliquer où en est l'Uruguay, et notamment depuis le départ d'Oscar Tabarez de la sélection? Mais avant, s'il faut revenir donc les années Mastro Tabarez, c'est un Uruguay qui est une céleste, donc la sélection nationale, qui s'est construit autour de ce nouveau sélectionneur, avec une philosophie de formation, des jeunes joueurs sur lesquels on va revenir tout de suite, qui ont été bercés au précepte du football par le Maestro Tabarez. Et du coup, Maestro Tabarez qui nous avait malheureusement offert ces 2 dernières années un football bien plus compliqué. Si je peux me permettre l'expression, c'était une bouillie footballistique. Et on avait perdu ce côté uruguay qui nous faisait rêver. Et donc l'arrivée de Diego Alonso est arrivée comme un peu finalement le sauveur de cet Uruguay. Et pour preuve, quand il est arrivé, pas beaucoup d'Uruguayens et moi-même, je voyais pas l'Uruguay aller au Qatar. Et force de constater qu'aujourd'hui, nous y sommes. Et avec un jeu qui a retrouvé de l'allure, des joueurs qui ont retrouvé de la confiance, un football qui est beaucoup plus plaisant à regarder. On va revenir dessus, mais Valverde et Bentancur ont beaucoup plus de liberté, peuvent développer du football qui fait énormément plaisir. Et ça, c'est bénéfique, même, je pense, pour la suite de cette génération qui s'annonce quand même encore une fois dorée pour le football uruguayen. Et du coup, les résultats récents sont redevenus intéressants? Oui, ben, du coup, notamment grâce à 4 victoires lors de la fin des qualifs, ça a permis donc justement de se qualifier à cette Coupe du Monde. Après, les matchs amicaux, c'est toujours un peu compliqué avec l'Uruguay parce que euh, on a toujours fait une qualification qui était parfois un peu un peu compliquée. Les matchs amicaux, il y a moins grand jeu, les joueurs sont moins concernés. Là aujourd'hui, on arrive dans un contexte de Coupe du Monde. Il faut
les cartes sont rabattues et pour l'Uruguay, c'est 3 millions d'Uruguayens qui sont totalement à fond derrière la sélection et des joueurs qui savent qu'ils vont être portés par toute une nation. Et ça joue totalement en faveur de Diego Alonso et de son groupe. Du coup, le renouveau, si on parle un petit peu plus de jeu, le renouveau de Diego Alonso, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu tactiquement en termes de jeu? Comment est-ce qu'il a reçu redonner un élan à cette équipe? Ouais, en fait, avec Diego Alonso, on est sur les mêmes bases d'un 11 de départ en 4-4-2, 4-4-2 à plat, ce qu'on dirait 4-4-2 à plat à l'ancienne un petit peu, avec donc on a longtemps eu en Uruguay Suarez Cavani devant. Là, pour la Coupe du Monde, je pense que ça va être plutôt quelque chose comme Suarez Nunez. Suarez faut savoir que Suarez c'est quand même le héros national en Uruguay. Suarez c'est l'Uruguay lui tout seul, c'est l'Uruguay de paradoxe et c'est à la fois l'Uruguay qui fait rêver et du football merveilleux. Et ça le permet aussi d'arriver en Uruguay finalement avec un petit rythme, mais euh, mais au moins il a joué au foot, il est quand même entre guillemets affûté et il va pouvoir encadrer cette jeunesse uruguayenne. Après, en termes tactiques, Diego Alonso il va pouvoir s'appuyer sur notre duo Betancourt-Valverde qui fait partie des deux milieux de terrain top monde. Après, il y a les joueurs sur le côté, DRH Caeta qui est un petit peu, c'est une petite interrogation parce qu'il a eu une plus belle vie. Il disait la semaine dernière dans la presse uruguayenne qu'il n'était pas encore à 100%, qu'il allait bien sûr donner le maximum. Mais sinon, parce que c'est un joueur pareil, très peu connu en Europe, mais c'est une vraie star au Brésil, qui gagne tout avec Flamengo et qui qualité de passe incroyable. Et c'est vrai que ça peut paraître surprenant de parler d'un joueur comme ça, qui est jamais venu en Europe, mais ça peut être un joueur aussi déterminant dans le groupe, à savoir un petit peu à quel niveau il va être pour la Coupe du Monde. Mais c'est aussi un joueur sur lequel il faut compter. Juste avant de parler du banc, je voulais qu'on revienne peut-être un peu sur le secteur défensif qui est très vieillissant. Les cadres qu'on a connus il y a quelques années qui étaient très performants, les Caceres, les Diego Godin, mais c'est des joueurs qui sont assez vieillissants. Est-ce que l'Uruguay a réussi à se renouveler par rapport à ce secteur de jeu-là? Ouais, alors pour moi, clairement, c'est le point faible de cette sélection. Jiménez n'est pas blessé, mais il n'est pas non plus au top de sa forme, on va dire. Godin est dans une situation où on ne sait pas exactement s'il est pas blessé. En fait, il s'entraîne avec le ballon, mais est-ce qu'il peut être titulaire, c'est un peu une interrogation. Il a pas joué, il était à Vélez, et sauf qu'il a pas joué, il a dû jouer 6 matchs. Là, depuis le mois d'août, il était blessé, il est revenu faire des opérations en Europe, donc c'est un peu une interrogation de ce point-là. Pour moi, il y a Coates qui est valeur sûre de la défense, qui est titulaire avec le Sporting. Après, il y a la question Araujo. Il est dans le plantel aussi, donc dans le groupe d'Alonso. Or, au jour où on enregistre il n'avait pas encore repris l'entraînement avec ballon, donc Ouais, c'est des faut rappeler que ça fait interrogations. 2 mois qu'il est blessé. C'est Comment ça, il- ligament adducteur jambe droite, et du coup il n'avait pas repris l'entraînement avec ballon. La valeur sûre autrement, c'est Oliveira. Oliveira qui est défenseur gauche du Napoli. Il a du temps de jeu, dans une équipe qui tourne bien, ça permet, voilà. Mais après, c'est surtout le côté droit de la défense. Interrogation, surtout si on reste dans un 4-4-2 classique, à voir. Ah, très bien. Tu allais commencer à nous parler de la profondeur de banc. Est-ce que tu peux nous citer les joueurs qui vont sortir, qui auront un rôle de joker à jouer? Et dans la continuité de cette question, est-ce que tu pourrais nous suggérer un joueur véritablement à suivre dans cette équipe? Alors ça peut être une star, mais ça peut être aussi un jeune qui est amené à avoir du temps de jeu. Moi, j'ai un mauvais souvenir en tant que supporter lyonnais du transfert de Facundo Pellistri. Je vois qu'il est dans la sélection. Est-ce que c'est un joueur qui peut, par exemple, avoir un peu de temps de jeu et cartonner pendant ce mondial? Ouais, il y a les deux Facu, Facundo Pellistri et Facundo Torres. Facundo Torres que j'aime beaucoup,
qui joue en MLS. Alors très intéressant, il va sûrement avoir beaucoup de temps de jeu aussi. Il a pas encore marqué de but avec la Céleste, ça peut être son mondial. Après, il y a un joueur qu'on n'a pas encore cité et je crois que c'est aussi un des petits chouchous de Tom, c'est Ugarte. Ugarte, c'est littéralement, si on veut utiliser le terme, c'est le nouveau crack de la sélection. Tout va très vite pour lui. C'était pas prévu non plus qu'il soit sitôt titulaire avec le Sporting. Là, il se retrouve à être titulaire. Il a fait ses débuts à Phoenix à 15 ans. Faut savoir qu'en Uruguay, souvent les joueurs commencent très tôt en professionnel. Pour ça, ils partent assez tôt en Europe. Là, il a 21 ans. Il fait ses débuts en sélection. Il fait son premier mondial. Je pense que si c'est, alors, il va pas être titulaire dans le 4-4-2, mais il va avoir du temps de jeu derrière Valverde et Betancourt. C'est, allez, c'est pas le joueur clé, mais c'est notre nouveau crack. Et voilà. C'est un milieu de Après, terrain. Un c'est milieu de ça au terrain milieu de express. terrain, Ouais. qui joue 6. Et dernier petit joueur, moi un joueur que j'aime beaucoup, qui est passé par Peñarol aussi. Et comme je suis une fan de Peñarol, c'est Agustín Canobio. Il joue au Brésil, mais il va avoir aussi son petit mot à dire dans la rentrée, un genre de côté, offensif, de côté, à voir comment il peut apporter. Mais ça, c'est voilà, profondeur de banc. Il y a quand même des petits joueurs voilà, qui ont autour de la vingtaine, la petite vingtaine, on va dire, et, euh, et qui méritent aussi plus d'exposition. Et c'est des joueurs pour qui une Coupe du Monde, va être importante pour soit permettre d'éclore en Europe, soit d'être vu par des recruteurs et d'autres clubs européens, parce qu'on sait qu'une Coupe du Monde, ça a toujours un apport particulier pour les joueurs sud-américains notamment. J'ai une petite dernière question pour toi par rapport à l'état d'esprit général qu'il y a au pays, en Uruguay. On parle beaucoup de cette, enfin, on a souvent parlé de cette Gara Charwa, qui est cet état d'esprit dans la sélection. Comment est-ce que ce mondial est attendu en Uruguay? Est-ce que beaucoup de supporters vont faire le déplacement? Et est-ce qu'il y a toujours cette ferveur autour de la Céleste? Ouais, clairement, j'étais en Uruguay récemment, donc on parlait déjà beaucoup du mondial. Là, juste avant, ils sont très hypés tous les jours. Je reçois beaucoup de messages. Quand il y a eu l'annonce, je pense que beaucoup de monde a vu. Si vous n'avez pas vu, faut aller voir l'annonce des 26 joueurs par la sélection uruguayenne. Une vidéo exceptionnelle et, euh, et ça montre aussi voilà que l'Uruguay, même si c'est beaucoup Montevideo, il y a tous les Uruguayens qui sont derrière cette sélection. C'est très important pour eux. On sait très bien que l'Uruguay, c'est ce que je disais au début. Quand c'est une Coupe du Monde, voilà, là les joueurs, ils savent dans le discours, dans la presse, c'est dire indirect, c'est direct, ils vont pas dire ils veulent la coupe, ils veulent la finale, mais ils disent on n'est pas inférieur aux autres et si on doit gagner tous nos matchs, finir premier et voilà, ça fait partie des objectifs et ça les Uruguayens, ça leur fait plaisir, ils sont très fiers. La fierté, ça fait partie. Le football, ça fait partie de la fierté du pays. Et cette Coupe du Monde, voilà, c'est aussi un argument de plus. Donc si l'Uruguay pouvait faire une petite Coupe du Monde, une bonne Coupe du Monde, ça ferait partie de la fierté nationale et de cette charrua, de cette gala charrua qui fait partie du mythe uruguayen, quoi. Et justement, une bonne Coupe du Monde, c'est quoi en termes de résultats? Bah, si c'est à moi qui pose la question, moi j'ai envie de dire c'est une demi-finale, hein. Une demi-finale, ça serait énorme, ça serait vraiment fabuleux. L'idée, je pense, pour moi, c'est de faire. Diego Forlan a dit, et on va finir sur Diego Forlan. Diego Forlan a dit qu'il fallait finir premier du groupe, donc faut finir premier du groupe, et après tout est possible. Très bien. Bon, bah écoute, toujours écouter Diego Forlan, qui a une petite expérience en Coupe du Monde, qui sait de quoi il parle, je crois. Donc on va se délecter devant cette Céleste et merci encore, Antoine, de nous avoir accordé un petit peu de temps pour nous parler de cette équipe uruguayenne. Bah, merci à vous de m'avoir invité, et puis au plaisir. On remercie encore Antoine Beau pour son temps et on se rend compte que cette nation mythique qu'est l'Uruguay, avec ses légendes vieillissantes et les petits jeunes qui poussent derrière, a moyen de faire quelque chose dans ce groupe.
On passe direct à l'équipe suivante. On va s'intéresser au Ghana, le retour des Black Stars en Coupe du Monde, le retour aussi du coup de l'affrontement Ghana-Uruguay. Notre petit Zach, notre petit Mbappé est allé rencontrer le grand Vigi pour qu'on en sache un peu plus sur cette équipe. Val, tu veux dire un petit mot sur ton ressenti par rapport à cette team? Bah non, mais tu l'as dit, il y a évidemment cette revanche qui va avoir lieu entre l'Uruguay et le Ghana, mais c'est aussi un groupe qui est de manière générale un truc un peu de revanche, enfin un groupe de revanche il y a aussi l'Uruguay-Portugal qui était la dernière affiche d'un huitième de finale de coupe du monde, pendant lequel le Portugal s'était imposé. Et sur le Ghana, non, bah, ça fait très plaisir de voir le Ghana, à une coupe du monde. On les avait laissés sur un traumatisme avec évidemment cette main de Suarez à la dernière minute. On espère que, la suite sera plus joyeuse. On va parler du Ghana qui s'est retrouvé dans le groupe H, une poule assez relevée avec le Portugal, la Corée du Sud et l'Uruguay. Alors, Eddy, pour commencer déjà, est-ce que tu peux me décrire un peu la dynamique de la sélection ces derniers mois et comment le Ghana aborde la compétition? Bah déjà, c'était une période, je pense, très compliquée parce que c'est une période après une énorme défaite, un énorme échec avec la CAN et du coup, ils ont dû rapidement se remettre d'aplomb. Donc, ils ont fait énormément de changements d'un coup. Ils ont réussi à obtenir cette qualification en Coupe du Monde face au Nigeria, bon, assez miraculeusement, on va dire, parce que c'est un match nul qui les sauve à la fin. Et je pense que actuellement, malgré tous ces changements, malgré tous ces problèmes, on est sur une sélection qui est en train de monter petit à petit en puissance et c'est vraiment intéressant à suivre. Ok. Et du coup là, comment tu penses que le Ghana va aborder la compétition et est-ce que tu peux nous dire un peu les objectifs attendus pour cette sélection? Bah, c'est une position assez difficile dans laquelle ils sont parce que il y a beaucoup d'attentes autour de la sélection. Il y a l'envie de se racheter après cette canne ratée. Il y a le match face à l'Uruguay qui va évidemment faire beaucoup parler au pays. C'est un peu une revanche pour beaucoup là-bas. Et je pense que c'est aussi une situation difficile parce que c'est un groupe très relevé. Dans un monde normal, le Ghana est normalement dans une possibilité de se qualifier, mais il y a beaucoup de flou qui entoure cette sélection, du coup, avec autant de changements, qui font qu'on ne sait pas trop où se positionner, je pense, là-bas. Je sais que je suis quelques personnes au Ghana, et il y a beaucoup d'attentes, surtout que la situation là-bas est compliquée, mais je pense que l'objectif principal, c'est de passer les poules. Parce que le groupe est tellement relevé que ce serait déjà limite, peut-être pas un exploit, mais une vraie réussite, on va dire. Alors maintenant, on va passer un peu plus au niveau des forces en présence. Alors si j'ai bien compris, il y a un nouveau sélectionneur depuis quelques mois au Ghana. Est-ce que tu peux nous le présenter rapidement? Bah, c'est-à-dire qu'avant, on le connaissait pas beaucoup, on a un peu appris à le connaître, mais c'est vrai qu'il y a quand même toujours une espèce de flou autour de lui. Moi, il s'appelle Otto Addo, c'est un membre de la sélection depuis très longtemps, mais il travaillait principalement à Dortmund. Alors, il a été scout, il a été entraîneur, on va dire, adjoint, et il s'occupait principalement d'aider les joueurs prometteurs. Il a fait beaucoup d'entraînements avec Haaland, avec Moukoko. Il a beaucoup été en entraînement individuel, j'ai envie de dire. Et il a beaucoup participé aussi avec le Ghana. Il était un adjoint de Rajevac. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé en tête de la sélection, alors que c'était pas vraiment lui qui était le favori. Et je pense que c'est un coach qui s'est retrouvé dans une situation très compliquée avec autant d'attentes et qui a aujourd'hui l'occasion de mener son pays vers la gloire, en fait. Et c'est quelque chose qui, je pense, doit beaucoup lui peser. Dans le même temps, ça doit quand même l'emporter vers quelque chose de beau, quand même. Mais c'est un coach qui est surtout très bien entouré parce qu'il y a il y a un vrai groupe de coachs qui s'est formé autour de lui, que ce soit avec des Chris Hutton qui s'occupent des doubles nationalités. On ne sait pas trop son rôle à Chris Hutton, mais on sait qu'il entoure ce groupe aussi, lui aussi. Il y a beaucoup de coachs adjoints qui sont, par exemple, je crois qu'il y a un coach adjoint de Première Ligue qui est ghanéen, qui fait aussi partie de ce staff-là. Et au final, ça fait un vrai groupe qui s'occupe de gérer cette sélection. Et alors, est-ce que tu peux me parce qu'on est un peu passé rapidement sur les dernières performances de la sélection. Du coup, ça donne quoi avec ce nouveau sélectionneur au niveau des résultats?
C'est assez compliqué. Je crois ils ont vraiment eu du mal à se relever de cette CAN. Cannes qui, on le rappelle, Mais tu peux nous rappeler rapidement ce qui s'est passé à la Cannes du coup? bah, c'était un énorme échec. Ils se sont fait marcher dessus par quasiment tout le monde. Et il y a encore cette défaite contre les Comores qui fait mal aussi. Parce que c'était un match quand même assez important qu'ils ont totalement perdu. Je crois que c'était dans les dernières minutes en plus, si je me rappelle bien. J'ai plus trop de souvenirs de ça. Mais je sais que c'est vraiment une CAN assez honteuse pour un pays qui en plus est un des top pays d'Afrique au niveau du foot et qui n'a pas su tenir son rang. Et ça explique pourquoi Rajevac a vite été dégagé, on va dire. Donc du coup, depuis, ils ont enchaîné quand même pas mal de matchs. Ils ont eu vraiment beaucoup de nuls, beaucoup de matchs sans but en fait. Et c'est ça qui a fait beaucoup peur. Parce qu'il y avait que Afalix Afenagian en pointe. Donc du coup, il y a eu beaucoup de poids sur lui. Et au final, depuis l'arrivée des nouveaux binationaux, depuis le match face au Brésil, puis face au Nicaragua, puis aujourd'hui, ils ont affronté la Suisse en match amical, bah, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de points positifs, surtout dans la construction, dans le jeu, qui font qu'aujourd'hui, ils ont enchaîné 2 victoires du coup, et ils se posent comme un vrai prétendant pour ce groupe, j'ai envie de dire. Et au niveau de la est-ce qu'il a su mettre aussi en place une philosophie de jeu, qui se retrouve un peu sur le terrain? Bah, c'est assez difficile à dire, puisque avant les 3 derniers matchs, il n'avait pas vraiment trouvé son système. On changeait beaucoup entre une défense à 3 qui mettait en valeur le nouvel arrivant Denis Odoy, qui pouvait rentrer dans cette défense, même Gideon Mensah qui était rentré, je crois que c'est face au Nigeria, et une défense à 4 avec protégé par 2 milieux, Koudou 110 et 2 ailiers, avec une pointe devant. Et c'est cette formation qui, pour l'instant, semble être celle qui va faire partie, enfin, que Otodo va utiliser pour cette Coupe du Monde, mais on ne sait pas encore quel joueur va s'imposer pour l'instant. Je dirais ils ont eu beaucoup de mal à trouver un schéma de jeu qui mettra en valeur les qualités de chacun. Et ça a forcé certains exploits individuels, comme des percées solitaires de Kudus ou des descentes très basses des attaquants. Et ce qui fait qu'au Toado, on n'a pas vraiment d'idée de son jeu pour l'instant. OK. Bah, alors on va peut-être, découvrir ça, pendant la compétition. Maintenant je vais te demander un peu plus de me parler des joueurs. Alors, quand on regarde la liste, du Ghana, on retrouve quand même certains noms, qu'on connaît bien, qui évoluent en Europe ou en Ligue 1. Est-ce que tu peux me décrire un peu la colonne vertébrale de l'équipe, rapidement ou me faire un petit 11? Ah, alors le petit 11, oui, pas de souci. Dans les cages, bon, avec Wallacott qui s'est blessé, on va retrouver Atizigi de Saint-Gall en Suisse. Donc c'est un club qui fait beaucoup parler de lui récemment. Mais personnellement, je trouve que dans cet effectif, Atizigi, normalement, il n'a pas sa place en tant que titulaire. Donc ça va être une vraie question. Parce que l'absence de Wallacott, c'est pas un grand gardien, c'est un bon gardien, mais son absence fait que tu te retrouves avec un gardien d'une classe encore en dessous. Donc on va voir ce que ça va donner. À droite, Tarek Lante qui vient d'être naturalisé, qui va faire beaucoup de bien, vraiment beaucoup de bien à ce côté droit. En défense, il y a, je pense que la défense titulaire, ça va être Salissou Amarté. Salissou qui a enfin accepté de cette sélection. Donc ça fait beaucoup d'entrées et c'est une des entrées, je pense, majeures dans ce 11 qui va faire énormément de bien. Que ce soit par sa façon de défendre ou surtout, surtout, surtout par sa façon de mener le ballon. Qui va pouvoir monter, faire de vrais percées balle au pied, on va dire, pour créer des espaces pour les milieux et les attaquants. Et ça, je pense, enfin, plutôt, on va dire, c'est, je pense, l'addition majeure de cette équipe. Euh, à gauche, je pense que ça va jouer entre Mensah et Raman, et je pense que Gideon Mensah de la Auxerre va passer devant parce que c'est celui qui a le plus montré récemment qu'il était vraiment parfait pour ce poste-là. Même si Baba Rahman sort un bon match récemment, je pense que c'est Gideon Mensah qui sera titulaire. Devant, il y a beaucoup de solutions et je pense que celle qui sera optée sera Partey d'Arsenal qui sort une vraiment bonne saison, bon, il n'y a plus vraiment besoin de parler de lui. Et Salis Abdoul Samed de Lens, qui a réussi à remplacer Cheikh Doucouré à Lens et qui aujourd'hui vient de nous sortir un match qui montre qu'il est vraiment fait pour cette équipe. Qu'Idrissou Baba, bon, c'est triste à dire ça, mais Idrissou Baba a apporté énormément de sécurité défensive,
mais Balopi il était vraiment pas encourageant et il apporte ça, Abdul Samed, il apporte beaucoup de sécurité balle au pied et ça va faire vraiment, vraiment beaucoup de bien d'avoir quelqu'un qui fluidifie le jeu, que ce soit par des passes courtes parce que ça va être un peu l'homme de l'ombre de cette équipe et ça va faire vraiment de bien. Devant, je pense qu'il y en aura Kudus du coup en position numéro 10. Ce sera lui qui sera le dépositaire du jeu, je pense. Ce sera lui qui va devoir. Ce sera lui l'étincelle de cette équipe, j'ai envie de dire. Celui qui va devoir faire beaucoup de choses pour créer des actions pour que devant, Iñaki Williams puisse les finir. Et sur les côtés, en tant qu'ailier, je pense que ça va jouer Souleymana à gauche, qui revient de blessure. Donc on ne sait toujours pas si ça va être le Souleymana qui est bonne capacité, qui peut prendre ses adversaires de vitesse, qui peut faire de vrais décalages, de vraies percussions. Et à droite, ça va sûrement se jouer entre Jordan Ayew et Abdul Fattah Issahakou. Voilà à peu près le 11, je pense. Et je pense en fait, le groupe est tellement complet actuellement que c'est difficile de faire un 11 vu qu'on n'a pas eu l'occasion avant d'avoir autant de joueurs aussi bons réunis. Oui, donc c'est vrai que ça a l'air d'être un 11 quand même, assez solide. Est-ce que tu peux aussi me parler un peu de joueurs peut-être à fort potentiel au sein de cette sélection? Et c'est une question qu'on a l'habitude de poser dans ces previews. Si toi, tu devais me recommander un joueur à suivre, qui pourrait, exploser pendant la compétition et qui pourrait vraiment se démarquer? Ben, je vais pas être objectif et je vais évidemment parler de Mohamed Kudus, qui est pour moi un des joueurs les plus prometteurs actuels, qui sort de 2 années de vraies galères, il a connu beaucoup de blessures contre Liverpool en Champions League. Mais cette année, ça y est, il semble enfin débarrasser de tout ça. En club, Schröder l'utilise en faux neuf, mais en sélection, il va jouer en position numéro 10, quasi sûr. Et c'est sûrement un des joueurs que j'apprécie le plus, qui me fait aimer, qui me fait justement parler de cette sélection, parce que c'est grâce à lui que je suis tombé là-dedans, on va dire. Et c'est un milieu très technique, vraiment très intelligent. Euh, Balle au pied, il sait faire beaucoup de choses. Il a une agilité et un centre de gravité qui font qu'il est très difficile à arrêter. Mais je pense qu'il doit encore toujours passer certains caps, que ce soit dans ses décisions et dans certains choix de frappe qui sont pas vraiment optimales. Surtout il a vraiment un vrai bon pied gauche et il pourrait se procurer de vraies occasions il essayait un peu plus, je pense. Oui, mais c'est vrai que je partage assez ton avis. C'est un joueur, moi, que j'ai découvert, ces derniers mois et qui vraiment m'impressionne, à chaque fois que je le vois. Et d'ailleurs, j'ai vu sur ta chaîne YouTube qu'en fait, toi, tu l'avais repéré assez vite. Donc c'est vrai qu'il a eu quand même une ascension assez, enfin, assez rapide. Et alors pour finir, dernière question, je vais te demander de te mouiller un peu. Est-ce que tu peux me dire, jusqu'où tu vois cette équipe du Ghana aller? Bah, j'aimerais dire qu'ils vont passer les huitièmes, mais on va être honnête et dire que c'est un peu tôt pour croire que cette équipe a le niveau pour passer les huitièmes. Je pense que le groupe est trop jeune. Il y a vraiment le potentiel pour refaire quelque chose, mais c'est trop tôt encore pour passer ce cap. Il va y avoir beaucoup d'envie, je pense, dans ce groupe. Il va y avoir beaucoup oui, d'envie, en fait, ouais, simplement d'envie de passer ce cap. Mais c'est vraiment, on n'a toujours pas vu un 11 titulaire avec ces joueurs, en fait. Ils ont toujours pas joué, le 11 titulaire qu'on imagine tous, n'a toujours pas joué ensemble. Et c'est vraiment triste, je trouve, parce que s'ils avaient eu un peu plus de temps pour se connaître, pour jouer ensemble, il y aurait plus de doute. Je suis quasiment certain qu'il passerait en huitième. Mais c'est ce problème qui fait que c'est trop récent pour espérer quelque chose aussi vite. Donc je pense qu'ils passeront pas les huitièmes. Enfin, qu'ils passeront pas les phases de poule. Bah, en tout cas, on espère que la reconstruction va bien se passer et assez rapidement. En tout cas, bah, merci beaucoup Eddy pour toutes ces informations. C'était très complet. Je pense qu'on a appris pas mal de choses donc vraiment merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci à toi de m'avoir invité et bonne continuation. Bon bah c'est bien sexy tout ça. On va regarder attentivement ce que vaut cette équipe du Ghana, un petit peu new look. Val, pour finir, finalement peut-être titularisation, peut-être pas au premier match, mais peut-être au deuxième ou troisième match d'Heung-min Son.
la Corée du Sud. Qu'est-ce qu'on allait rencontrer? On a été rencontrer Baptiste, qui s'occupe évidemment de la page Corée du Sud sur le site de Lucarne Opposé. Et d'ailleurs, on remercie tous les amis de Lucarne Opposé qui nous ont pas mal fourni en termes d'experts pendant ces previews. C'était toujours hyper qualitatif et on les remercie encore. Sur la Corée du Sud, moi j'aimerais porter l'attention un petit peu sur un autre joueur Kogminson, qui est le défenseur central Kim, qui joue au Napoli depuis le début de saison et qui est absolument monstrueux. Pourquoi tu fais ça? Bah parce qu'il devait jouer à Rennes, bordel. Ah oui, c'est ça, ok, je comprenais pas. Mais il est énorme. Il est énorme et ça va probablement être une des grandes révélations, encore plus qu'il ne l'est déjà avec le Napoli cette saison, de cette Coupe du Monde. Mais je vais laisser évidemment Baptiste et Bilal nous présenter un petit peu toute cette sélection coréenne. Alors, on est avec Baptiste qui travaille notamment avec Lucarne Opposé sur la Corée du Sud. On va parler d'un habitué de la Coupe du Monde, mais qui est peut-être le petit poucet de ce groupe, la Corée du Sud. Donc, déjà, comment ça va, Baptiste? Salut Bilal, ça va et toi? Écoute, au top, comme on en parlait, ça enchaîne les interviews, mais surtout, ça commence un petit peu à se chauffer pour cette Coupe du Monde. Alors, en réalité, je vais être très honnête avec toi, je ne sais pas grand-chose forcément de cette équipe de la Corée du Sud. Donc, moi, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit peu le point sur ce qui s'est passé depuis la dernière Coupe du Monde et l'élimination dès la phase de poule. Qu'est-ce que ça donne un petit peu les résultats sportifs sur les 3-4 dernières années globalement? Alors, c'est un peu des hauts et des bas, on va dire, depuis que Paulo Bento a pris la tête de l'équipe en septembre 2018. Il y a eu un bon petit début, on a vu des belles choses, notamment ils ont battu le Costa Rica, ils ont fait match face au Chili, ils ont battu l'Uruguay, voilà. On a vu quelques petits trucs et puis progressivement, ça a été un peu plus compliqué, juste avant la Coupe d'Asie 2019. En Coupe d'Asie, alors ça reste la Coupe d'Asie, donc en plus ça a été un peu plus élargi, un peu comme en Euro, à l'Euro, donc il y a eu des matchs très simples, même si ça a été gagné que 1-0, notamment Philippines, Kyrgyzstan, 2-0 face à la Chine, etc. Pour être éliminé en quart de finale face au Qatar, justement, qui organisait non, qui organisait pas, pardon, qui était donc le futur vainqueur de la compétition et qui organise donc maintenant la Coupe du Monde. Puis ça a repris lentement, progressivement. Il y a eu la qualification pour la Coupe du Monde sans casser des briques. Certains diront oui, la Corée s'est promenée. Enfin, non, c'est pas vraiment promené. La Corée a surtout profité de la faiblesse de ses adversaires. Parce que dans un groupe où on termine premier et que le deuxième est à je ne sais plus combien de points, le troisième pardon est à je ne sais plus combien de points, c'est que c'est un peu catastrophique. C'était vraiment le groupe le plus faible, on va dire, dans la dernière phase de qualification. Heu et donc la Corée, globalement, depuis l'ère de Paolo Bento, n'a fait qu'un vrai bon match abouti. C'est celui face à l'Iran. Donc il y a l'avant-dernier match de qualification. L'Iran qualifié, la Corée déjà qualifiée, mais la Corée a fait un vrai bon match. Alors l'Iran, c'est toujours une place forte du football en Asie. C'est aussi un peu un ennemi, on va dire, de la Corée du Sud. Il se passe toujours des petits trucs entre ces 2 pays. On s'accuse de ne pas être accueillis convenablement, on s'accuse d'avoir été, mal nourris, qu'on nous ait mis des chaises en plastique au lieu des bons fauteuils. Enfin voilà, des petites guéguerres entre ces 2 pays. La Corée n'arrive pas à gagner là-bas, l'Iran a un peu de mal aussi à gagner en Corée. Donc voilà, c'est quand même une bonne confrontation et ils ont terminé donc le parcours de qualification avec une sale défaite face aux Émirats arabes unis, qui était quand même très compliqué. Ça a montré un peu tous les problèmes de la Corée du Sud sur ce match-là. Alors oui, c'était qualifié, il n'y avait plus rien à jouer. Les Émirats, eux, jouaient un petit peu leur troisième place, mais c'était catastrophique. Il y a eu d'autres matchs amicaux depuis, il y en a eu 3 face au Costa Rica et au Cameroun. Alors ça a fait 2-2 face au Costa Rica, mais c'était très laborieux. Le Cameroun, ça a gagné 1-0, c'était un peu, là aussi poussif et ils ont gagné la semaine dernière face à l'Islande, là aussi 1-0, sans les joueurs européens, sans que ce soit quand même quelque chose d'assez incroyable. Donc en fait, on est un petit peu dans
dans un petit marasme en termes de jeu. C'est un peu voulu par Paolo Bento qui, lui, considère qu'il faut rester quand même solide défensivement, prendre le moins de risques possible. Bon, on le connaît, hein, je pense que tout le monde l'a vu avec le Portugal à une époque. Ah, Voilà, c'est à son D'ailleurs, image. tu empiètes un petit peu sur ma question d'après. C'est que justement, là, Paolo Bento, on le connaît principalement pour la demi-finale avec le Portugal lors de l'Euro 2022, en tant que coach, bien sûr. Qu'est-ce que du coup ça donne en termes de... Parce que du coup, il me semble qu'il a repris la sélection en 2018 après la Coupe du Monde. Qu'est-ce que ça donne en termes de style de jeu et qu'est-ce qu'on peut dire de ce coach globalement en termes de voilà, d'idées, de personnalité, etc. Alors, je pense que tu parlais de 2012 plutôt que 2022. J'ai dit 2022 pour... Ouais, pour- ouais, Bon, c'est exactement. pas grave. Alors, Paulo Bento, ce qu'on en pense en Corée, c'est qu'au début, bah, on a été un peu surpris, on va dire, de sa nomination. Tout simplement parce que la Corée du Sud cherchait un entraîneur qui avait réussi en Europe, qui avait fait du succès, qui a eu du succès en Europe. Faut croire que gagner des coupes du Portugal, bah, ça permet d'être quelqu'un de reconnu en Corée du Sud. Donc, il y a eu une petite surprise. Il est arrivé déjà, il s'est un peu mis les pieds dans le tapis parce que en 2018, quand il arrive, il y a un journaliste qui lui pose la question s'il connaît un petit peu les résultats de la Corée du Sud. Et il répond: «J'ai entendu dire que la Corée du Sud avait terminé deuxième ou troisième de la Coupe d'Asie». Ouais. OK, donc tu sais pas trop exactement où est-ce que tu mets les pieds. La Corée du Sud avait fini second, finaliste en 2015. Donc, on se disait, voilà, dans quoi on met les pieds. Après, il y a eu ces premiers matchs assez encourageants. Il y a eu l'échec à la Coupe d'Asie 2000 qui ont aussi terni son image. Et récemment, le jeu qui est un peu, catastrophique, les défaites face au Japon qui sont toujours des matchs, à ne pas perdre puisque voilà, Corée du Sud-Japon, c'est une grosse rivalité en Asie, c'est même sans doute la plus importante. Il les a perdus de façon catastrophique, il y avait même eu honte, hein, de la part de la Corée du Sud par rapport à une prestation au Japon où en fait, les joueurs coréens n'ont absolument pas joué au foot, mais ont plus mis des coups à leurs adversaires parce qu'ils étaient complètement dépassés. Mm. Donc ça a eu une très mauvaise image. Il s'est aussi un peu, on va dire, embrouillé avec des journalistes, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas répondre forcément aux questions, répondait un peu à côté. On lui posait des questions, le mettait le fait devant le fait accompli et il voulait pas prendre un petit peu de certaines responsabilités, il remettait un peu sur les joueurs. Enfin voilà, il y a eu quand même Mm. une période un peu compliquée. Il y a quand même quelques rumeurs de se dire: «Est-ce que Paulo Bento ne serait pas sorti, en fait, avant la coupe du monde?» un peu comme avait eu, Vahid Halilovic avec le Japon, ou comme a eu Ulich Telike avant 2018. Finalement, il est resté. C'est l'entraîneur qui est resté le plus longtemps en place en Corée du Sud, donc c'est déjà une belle performance. Mais le jeu, les relations avec les journalistes et ce qui s'est passé avec le Japon font que Paulo Bento est sur sa dernière compétition, à moins d'un gros revirement de situation, mais il devrait disputer sa dernière compétition à la tête de la Corée du Sud. Je pense que c'est le mieux pour le pays et pour lui parce qu'on sent qu'il est arrivé au bout du truc. Et tout Alors, à sur l'heure, les résultats, c'est un peu plus, on va dire que c'est pas catastrophique parce qu'il n'a pas connu énormément de défaites, à part celle face au Qatar et une face au Brésil. Globalement, c'est pas non plus, une catastrophe sur les premières années. Ça l'est été un peu plus, on va dire, depuis 2020, en 2022, c'est là où il a vraiment commencé à avoir des résultats le plus catastrophiques avec le Japon et cette défaite face aux Émirats. Heu, Après, globalement, c'est pas mauvais en termes de statistiques pures. Par contre, en termes de relationnel et de je sais pas comment dire, mais de symbolique, là, c'est mhm. une catastrophe. Ouais, d'accord. Ok, je vois. Ouais, donc des résultats qui portent un petit peu le projet, mais la réalité, c'est qu'il y a quand même des petits dysfonctionnements qui sont à signaler, quoi. Ok, bon, du coup, au niveau des joueurs, c'est qui un petit peu les joueurs importants? Est-ce que tu peux un peu me donner l'ossature, s'il y a un 11 qui se détache, un système de jeu, voilà, les gros noms de cette Corée du Sud? Alors, il y a 2 systèmes de jeu qui ont été testés par, Paulo Bento, enfin, on va dire plutôt 3, mais après c'est en fonction de comment on voit le milieu de terrain, mais il a eu 4-3-3,
4-2-3-1 et 3-4-3. Mhm. Globalement, on a toujours à peu près les mêmes joueurs. C'est-à-dire que dans les buts, on a Kim Sung-gyu qui joue en Arabie Saoudite actuellement, qui est le gardien voulu par Paolo Bento. Alors, pour faire un petit peu sa petite histoire, il devait être titulaire à la Coupe du Monde 2018, mais à la surprise générale, c'est Cho Yeon-woo qui a été dans les buts et qui a été extraordinaire sur sa ligne. Je pense que tout le monde se souviendra de ce match-là où il a un peu écœuré les Allemands. Mm. Mais quand Paolo Bento est arrivé, il a dit: moi, je veux un gardien qui puisse jouer, qui peut participer, on va dire, à la construction. J'ai besoin d'un gardien un peu plus fiable au niveau de ses pieds, voilà, du jeu au pied. Donc Kim Sung-gyu, Kim Sung-gyu est le gardien titulaire. En défense centrale, il compte sur Kim Min-jae, actuellement à Naples et qui est en train de se révéler en Europe. D'ailleurs, ça me fait bien rire parce que nous, on l'avait vu depuis 2017 et on en avait parlé très tôt en disant que ce mec-là était assez extraordinaire. Mm. Voilà, il est arrivé en Europe, il est en train de montrer c'est un bon défenseur. Mhm. Il a Kim Yong-kwon aussi, qui est son autre défenseur central. Sur les ailes, c'est un peu plus compliqué parce qu'il a eu pas mal de blessures. On ne sait pas exactement qui il va utiliser. Est-ce qu'il va vraiment utiliser. Alors, pendant toute sa période, il a eu pas mal de blessures. S'il est en 3-4-3, bah, il utilisera un troisième défenseur central. Sinon, il mettra sur les ailes assurément Kim Jin-soo, qui sera lui plutôt sur le côté gauche, et Kim Tae-won qui sera à droite. Et au milieu de terrain, là, à partir du milieu de terrain, il y a vraiment très très peu de surprises. D'accord. Il se base sur une paire de deux, on va dire, entre guillemets, récupérateurs. Donc il y a le milieu de Al-Sadd qui a joué avec Xavi et sous Xavi, qui est Jang Woo-yong, à ne Mhm. pas confondre avec celui de Fribourg, donc c'en est bien un autre, qui est lui pur récupérateur, accompagné de Wang Yingbon, qui aujourd'hui joue à l'Olympiakos. Donc ces deux-là font la paire au milieu. Et devant, on a une ligne de 3, donc Son Heung-min, incontournable, capitaine de la Évidemment. sélection, meilleur buteur de la Première Ligue l'année dernière et donc joueur de Tottenham. Lee Jae-sang, qui est lui plutôt joueur alors, plutôt le numéro 10, on va dire, c'est le meneur de jeu qui joue à Mayence, même s'il a toujours eu des difficultés en équipe nationale, parce que ce mec-là n'a jamais autant brillé que quand il était à Jeonbuk avec son entraîneur qu'il avait repéré. C'est un joueur très particulier. Quand on le voit jouer, c'est un peu du Eriksen, mais un peu plus lent, un peu plus une touche de balle, etc. Donc c'est assez un joueur atypique, on va dire. Et sur le côté droit, il va plutôt soit jouer avec Wang Wishan, qu'on connaît, qui joue aujourd'hui à Wolverhampton, mais qui était à Salzbourg avec Erling Haaland, ou Kwon Chang-un, qu'on connaît, qui a joué à Dijon, et qui est passé par Fribourg et qui est maintenant retourné en Corée pour faire son service militaire. Et en attaque, le numéro 9, Wang Woo-jo, voilà, qui est l'homme de confiance de Paolo Bento. C'est-à-dire que même si en ce moment, c'est un peu la catastrophe au niveau de sa carrière à l'Olympiakos, il devrait être titulaire à la Coupe du Monde. Globalement, c'est cette équipe-là qui devrait jouer. En fonction de ce qu'il va vouloir mettre en place, on pourra changer un petit peu de dispositif, mais globalement, c'est un 4-2-3-1 assez standard. Ok, bon, très clair. Là, tu nous as fait une belle revue du 11 qui devrait évoluer lors de cette compète. Et d'ailleurs, dans ce 11, effectivement, on a été rassuré de voir que Son pouvait participer à la compète. Bon, et du coup, pour finir, la petite question, quelles sont en réalité les ambitions de cette équipe? Tu as un groupe quand même qui n'est pas facile. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Et toi, même personnellement, peut-être te mouiller. Qu'est-ce que tu verrais la Corée du Sud faire sur cette compète? Alors moi, personnellement, je pense qu'ils vont pas faire plus de, plus de 3 matchs, parce que Bon, de ce que je vois depuis 4 ans, c'est vraiment, enfin, je peux les voir juste battre le Ghana. Très ok. sincèrement, c'est le seul match que je vois où ils peuvent gagner, parce que en fait, offensivement, ils proposent pas grand-chose. Ils sont en défense, c'est pas serein, même si Paulo Bento veut les rendre solides. En fait, on retrouve jamais les joueurs qu'on a en club, en sélection. Il y a un peu trop de pression sur les joueurs phares, ce qui fait qu'ils déjouent beaucoup. Après, eux, ce qu'ils veulent espérer aujourd'hui, pour eux, juste être qualifié, c'est déjà un exploit, ce qui est un Ouais. peu dérangeant
Moi, c'est ce que j'aime pas du côté de la Corée, c'est de se dire: «Bah, nous, on est un petit pousset, on se qualifie, ça nous suffit». Donc là, quand ils sont partis, c'est ce qu'a dit Paulo Bento: «On y va pour se faire plaisir». On a réussi notre objectif, c'était de se qualifier. Bah, moi, pour moi, j'aimerais bien que l'objectif, c'est au moins d'essayer de sortir de la fa du groupe, parce que si c'est juste vous qualifier, bah, en fait, vous allez vous qualifier tout le temps. Maintenant qu'en plus on élargit, heu, la coupe du monde en termes de pays, vous allez tout le temps vous qualifier, donc c'est plus forcément l'objectif. Après, en fonction de comment se déroule le mondial, c'est-à-dire qu'il commence par l'Uruguay. Alors moi, j'aime bien dire que le dernier match face à l'Uruguay, ils l'ont gagné. C'était en 2018, donc c'est il y a longtemps, puis c'était un match amical, mais il ne faut pas qu'ils aient peur. Et s'ils font un bon résultat face à l'Uruguay, que ça se passe bien face au Ghana, ça arrive face au Portugal et ça peut changer beaucoup de choses. Moi, je veux pas vendre du rêve à des gens ou les voir plus forts qu'ils ne le sont. Pour moi, ils ne vont pas du tout, s'en sortir, mais c'est du foot. Ça reste toujours du foot, on ne sait pas comment ça va se passer. Par contre, moi, sans Son Heung-min, c'est mort. Voilà. Il faut que Son OK. Heung-min soit face à l'Uruguay, sinon alors là, mon prono, il changera jamais, c'est, élimination au bout de 3 matchs. OK, OK. Bon, un beau scénario, ce serait voilà, une belle victoire et une équipe qui joue au foot et qui voilà, qui C'est ça. montre des choses Comme en devant 2018 en fait. ouais, voilà, OK, d'accord. Bon, bah, écoute, on va voir ce que ça donnera. Baptiste, je te remercie beaucoup pour ton temps et pour avoir pu répondre à nos questions. C'était super cool. Écoute, on verra, la Corée du Sud dans les jours à venir. Ça va arriver vite là. Donc merci encore, d'avoir pris le temps. Eh ben, pas de souci, merci à vous pour le micro tendu. Bon bah voilà, Val, on s'est fait un bon petit tour d'horizon de ce groupe. Toi, ton ressenti par rapport à tout ça, comment tu le sens un petit peu? Je le sens pas. J'ai C'est dur, hein. c'est hyper dur. Vachement de difficultés à se projeter sur ce groupe-là, parce qu'il y a pas mal d'incertitudes aussi. Quel va être le niveau du Ghana par rapport aux autres nations? Est-ce que Heung-min va revenir? L'état d'esprit général du Portugal, est-ce que Santos va réussir à réinsuffler un espèce d'élan qu'il a complètement perdu depuis 4-5 ans? Beaucoup d'incertitudes. Alors, il y a une hiérarchie qui se dégage, initialement, mais est-ce qu'elle va être respectée? Donc pour le coup, je me suis un peu mouillé la dernière fois dans mon dernier pronostic en annonçant que la Belgique sortirait pas des poules. Là, j'ai du mal à faire un pronostic, donc pour une fois, je vais pas m'engager. Ouais, non mais après, quoi qu'il arrive, c'est bien aussi de rappeler que ça va certainement, pour les puristes et les amateurs, être un des groupes les plus intéressants à suivre. En tout cas, on vous remercie Et un tous d'avoir groupe écouté multiculturel, on l'a pas dit parce que c'est un pays Oui. par continent et ça, c'est hyper C'est vrai que intéressant. c'est un des rares groupes, à avoir tout ça et du coup, tu as bien bâché ma conclusion, Pardon. mais de toute façon, c'est pas très grave, c'était assez basique. Merci Val pour ce petit temps passé ensemble, toujours agréable, et merci à tous d'avoir suivi à fond nos previews. Les previews, c'est fini, mais on revient dès demain avec une spéciale sur l'équipe de France. Donc soyez là, on va se faire 45 minutes de plaisir, à défoncer Dédé, la fédé et les joueurs, comme ça, histoire de bien être positif avant le début de la Littéralement passé comme ça. compétition. Ouais, ça c'est vraiment passé comme ça. Et dimanche, début de la compétition, Qatar-Équateur, avec déjà des suspicions de corruption des joueurs équatoriens par le Qatar. Cette Coupe du Monde va vraiment débuter.